Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de converser un petit peu avec une compatriote qui vit dans un pays très lointain, mais qui a gardé au plus profond de son être un amour inconditionnel pour notre pays et qui suit tous les jours tous les événements de cette fabuleuse révolution de notre peuple. Elle m'a longtemps parlé de notre patrie, de nos rêves, de l'infinie admiration qu'elle témoigne à nos compatriotes pour leur courage, pour leur détermination, pour l'espoir qu'ils nous ont restitué, pour nous avoir réappris à rêver d'une Algérie heureuse. Et j'ai senti en elle, en cette compatriote, dans ses professions de foi, dans ses émouvants credos, dans les sanglots qu'elle tentait d'étouffer, que si loin qu'elle se trouvait de sa terre-mère. Ses racines y bougent toujours, qu'elles étaient vivantes en elle et qu'elle l'a gardé, ses racines, qu'elle l'a gardé fortement attachée à sa chère patrie. Alors, je me suis rappelé une histoire que m'avait racontée il y a 2 décennies de cela, mon cher ami Abdelkader Sabbah, aujourd'hui disparu, Rabbi yarhamou. Une histoire que je m'en vais vous raconter. C'est Abdelkader, qui était plus âgé que moi d'une vingtaine d'années, alors, vivait au Maroc, avant cette tragédie de l'expulsion de tous les Marocains d'Algérie, puis de celle de tous les Algériens qui vivaient au Maroc. Le père de Si Abdelkader était alors au Maroc, avant d'être expulsé, un riche propriétaire terrien. Il possédait plusieurs commerces, des fermes, des stations d'essence et autres propriétés. Il s'était fait amputer d'une jambe après une complication de son diabète. Si Abdelkader, son fils, Rabbi yarhamou, avait remarqué que plusieurs mois après son amputation, son père se grattait, et il se grattait toujours, dans le vide, à l'endroit où se trouvait sa jambe, ses orteils, avant l'amputation. Il grattait dans le vide, comme s'il avait toujours sa jambe. Si Abdelkader ne comprenait pas. Alors il demanda à son père, « Abba, pourquoi tu te grattes dans le vide? Ta jambe n'est plus là et tu continues de la gratter. » Son père n'avait pas d'explication. Il répondit que ça le démangeait à cet endroit précis, au niveau des orteils, qui n'étaient plus là, et que quand il grattait le vide, ça le soulageait, comme si ses orteils étaient toujours là. L'histoire m'avait beaucoup étonné et j'entrepris de faire des recherches, de poser des questions à des médecins. Et voilà ce que j'ai appris. Le cerveau n'accepte jamais que le corps soit amputé d'un quelconque membre, qu'une partie du corps ne soit plus là. Il ne l'accepte pas, le cerveau. Alors quand il détecte une absence, il envoie une impulsion de très forte démangeaison à l'endroit qui est censé être encore là, pour vérifier s'il est là. Et si la personne se gratte à cet endroit, même s'il n'est plus là, même s'il n'existe plus, alors le cerveau est rassuré et il met fin à l'impulsion, il met fin à la démangeaison. C'est cela, en fait, que nous autres,
nous tous qui vivons en exil. C'est cela que nous éprouvons dans le plus profond de notre être, de notre mémoire. Quand la terre matricielle, quand la terre mère, ressent que nous commençons à l'oublier, à banaliser dans notre ressenti cette séparation, voire même à couper le cordon ombilical, alors la terre-mère nous envoie une impulsion de démangeaison, non pas dans un quelconque membre, mais dans notre cœur, dans nos plus profonds tréfonds, dans nos plus sensibles sentiments, dans notre âme. Nous sommes loin de notre pays, et certains parmi nous depuis des décennies. Mais nos racines sont toujours là-bas, profondément, très profondément, enfouies dans l'humus mémoriel, dans cette terre ocre et dure, mais tellement généreuse, qui refuse l'idée même que nous puissions nous en détacher et qui garde en ses profondeurs nos vieilles racines, héritées de nos aïeux. Nous resterons éternellement attachés à cette terre où nous reposerons un jour. Et il ne nous est pas possible de nous en séparer, même si nous le voulions, parce que nous ne sommes pas des géraniums contre des potes, mais des cèdres et des oliviers millénaires dont les racines vont loin, très loin, dans les temps anciens, quand les coursiers barbes de nos ancêtres avalaient goulûment le vent de la liberté, quand l'allégresse tutoyait le bonheur et la fierté.
On aurait voulu aller jusqu'au bout de la chanson et de ces très belles images, tout particulièrement pour saluer tous nos compatriotes de la diaspora dont le cœur vibre pour leur pays, qui sont partout en train de se mobiliser, partout en train de nous contacter. Il y en a qui proposent d'aider par tous les moyens. Il y a des médecins qui nous ont appelés pour nous dire, des médecins particulièrement de Marseille, qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils étaient prêts à se mobiliser pour tous ceux qui ont été éborgnés lors des manifestants, et plus encore qu'ils étaient disposés à envoyer du matériel, des médecins, bénévolement, se dévouer pour soigner les gens. Il y a d'autres gens qui sont là pour nous dire qu'ils étaient prêts à s'organiser pour collecter des fonds et aider les familles des détenus, et infiniment d'autres propositions très généreuses de nos compatriotes, dont certains sont en train de dire alors que beaucoup de ces compatriotes ont dû fuir leur pays malheureusement. La mort dans l'âme, se couper des leurs, et personne ne quitte sa chère patrie de gaieté de cœur. Certains ont dû embarquer dans de frêles esquifs, dans des bouteilles, pour essayer de rejoindre l'autre rive, et beaucoup d'entre eux ont péri en mer. Et ربي يعلم واش راهم يحسوا والديهم، واش راهم يحسوا خاوتهم، وهما هنا واش راهم يحسوا. نتلاقاو بهم ونهضروا معاهم، ولو ما يحبش يرجع للبلاد توكتو ما يرجعش للبلاد. اختك شي عاش ما عاش، الشيء اللي ما يوريوه حتى واحد، الشيء اللي ما يوريوهش الصحفيين. Mais ils gardent l'Algérie dans leur cœur et ils savent qu'ils y retourneront un jour, fiers et dignes, heureux de pouvoir retrouver enfin leur patrie. Algérie, des annonces et du vent. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi notre amie Sanhaja Akrouf, militante politique. Sanhaja, merci d'être avec nous. Merci à vous. Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Merci. Et notre ami Zouaimia, j'ai fait exprès de ne pas dire Idir, notre ami Idir. Vous avez remarqué Sanhaja? J'ai dit notre ami Sanhaja. Oui. Puis j'ai dit Idir. Et je dis maintenant notre ami l'Arbi Zouaimia qui est avec nous depuis les États-Unis. L'Arbi Zouaimia, merci d'être avec nous. Et mes salutations à vos invités. Merci. Alors, Arbi Zouaimia, puisque vous êtes avec nous, on vous garde. On va commencer avec vous. D'abord, votre sentiment sur ce qui se passe en ce moment. Tebboune a bouclé aujourd'hui un mois à la tête de l'État algérien. On essaye donc de nous faire avaler maintenant le fait accompli. On dit le président de la République algérienne, alors que tout le monde sait qu'il a été désigné et non pas élu, qu'il a été élu, entre guillemets, grâce à la plus grande fraude électorale, la plus massive, la plus incroyable depuis 1962. Alors, votre sentiment? Écoutez, je ne suis pas partisan un petit peu des répliques en fonction de l'ordre du jour d'un gouvernement légitime. Donc, pour moi, ce gouvernement, ce président, cette clique, cette caste, cette je ne sais pas quoi, doit être frappé d'un fronton. Il s'agit de gens illégitimes. C'est tout. C'est un président parachuté, c'est un président fantoche, il n'a aucune légitimité. L'alternative, c'est que El Hirak doit continuer avec la même intensité, avec les mêmes mots d'ordre et avec les mêmes revendications jusqu'à ce que ce pouvoir quitte tout simplement ou négocie son départ en vue d'aller à une phase transitoire. C'est ça le plus important. On ne peut pas continuer à supporter ce pouvoir qui se recycle à chaque fois et qui multiplie les épithètes et fait un petit peu du défilé de mode à chaque fois pour faire diversion. Donc, le principe, pour moi, il dit ce qu'il dit, il nomme ce qu'il nomme, mais pour moi, il y a quelque chose, il y a le point d'orgue de la problématique, c'est un pouvoir illégitime, désigné, personne n'a voté pour ces gens-là, et bon, ils sont effectifs, ils ont les clés de la République, ok, mais qu'ils négocient leur départ. Oui, mais l'Arbi Zouaimia,
nous sommes dans une sorte de statu quo qui commence à devenir un peu pénible. D'un côté, un Hirak qui ne baisse pas les bras, qui ne veut pas en démordre, qui continue de plus belle, et de l'autre, un régime qui fait comme si de rien n'était, qui fait ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation, à ce dialogue de sourds? Écoutez, le Hirak est plus jeune que Tebboune. C'est une donnée. Le Hirak est constant. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement va faire des actions, certainement. Il ne va rien faire de toute manière. Moi, j'estime, je suis très optimiste. Quel que soit, bon, il y a un petit peu de pénibilité, c'est un peu pénible, certes, c'est un peu routinier, certes, ça pèse un petit peu ce marxisme-là, mais on n'a pas le choix. Soit qu'on a le choix, on continue, parce que tout simplement, ce pouvoir-là n'aura pas le souffle. C'est son dernier recyclage. Et à ce moment-là, on risque d'avoir vraiment un changement à la hauteur des aspirations. Soit on négocie, soit on fait les demi-mesures, soit on répond, soit on fait un petit peu le feedback pour un pouvoir qui se croit jusqu'à présent qu'il est détenteur de cette légitimité. Pour nous, nous considérons personnellement, certainement, ce n'est pas moi qui marche, mais c'est mon avis. Mon avis, le Hirak doit continuer. On n'a rien à perdre. Le Hirak n'a rien à perdre. Il continue. Et je reviens à vous dans un moment justement pour parler de cette perspective que vous nous proposez, parce qu'il y a derrière une crise économique qui déboule, qui va faire des ravages, qu'il sera quasiment impossible de gérer. Impossible, hein, je pèse mes mots. Et à côté, sur ce mot que vous venez de prononcer, négociation, je reviendrai à vous tout à l'heure pour essayer d'en parler. Sanhaja, votre sentiment, donc, bon à moi, de présidence, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Moi, ce que je pense, c'est que c'est un coup de force, mais il est là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le Hirak a fait le choix de ne pas rentrer dans la violence, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Parce que eux, ils ont l'impression qu'ils ont gagné. Quand je dis eux, c'est le pouvoir. Mais si le Hirak n'avait pas pris l'option d'être dans la Silmiya, ils ne seraient pas là aujourd'hui, Tebboune. C'est ça. C'est-à-dire on aurait été à la violence, ils auraient sorti leurs chars de nouveau, etc. Donc le Hirak jusque-là, et d'ailleurs c'est devenu la symbolique de la lutte Silmiya. Au Japon, on sort, faites comme les Algériens, ou toutes les manifestants en Corée, là où il y a des manifestations, on trouve une pancarte pour saluer cette façon de faire. J'ai envie de le dire بالعربية, c'est-à-dire le Hirak hachim ou le pouvoir ma hachimch. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à dire ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas représentatifs, et on continue à marcher jusqu'à quand? Ça, c'est une option, on peut continuer. Est-ce qu'il faut réfléchir autrement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il essaye, hein, ce pouvoir, d'essayer de ramener quelque chose de neuf. Bon, ils ont au sein de leur ministère, il y a quelques ministres, je pense, qui sont vraiment à la limite hein, comme on peut dire. Mais ce n'est pas suffisant. Ils ne pèsent pas 2-3 ministres propres. Mais c'est le but du jeu, ramener des gens propres, les mettre en façade. Complètement. Déjà, l'armée a commencé par ramener Tebboune à mettre en façade, pour ne plus apparaître comme étant le maître du jeu. Tebboune ramène des gens un temps soit pas propres pour ne pas... Pas tous, hein, qu'on se mette d'accord. Bien sûr, il y a bien sûr. Dans le lot. Et c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. C'est assez machiavélique, parce que du coup, ça permet de dire des gens, on l'entend, hein, tous les gens ne sont pas pour sortir tous les vendredis. Il y a des gens, aujourd'hui, on entend dire, y compris qui sortaient le vendredi du mois de juillet, aujourd'hui, qui disent, bon, le président Rah, Bouteflika, Gaïd Salah Ahmed, qu'est-ce que vous voulez? Ce que nous en veut, moi je fais partie du Hirak, ce que nous voulons et ce que nous avons voulu faire depuis 10 mois, c'est pas enlever Bouteflika pour mettre quelqu'un qui était sous les ordres de Bouteflika et sous la formation de Bouteflika. C'est comme si on n'a rien fait. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est un vrai État
parce que ce ne l'est pas, parce que l'armée est quand même en train de continuer à tirer les ficelles, et c'est que donc on veut vraiment, réellement une séparation du pouvoir de l'armée. Nous voulons qu'il y ait des représentants réels, mais pour arriver à tout ça, il faudrait que les gens qui sont actifs dans le Hirak s'organisent. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, justement. J'ai relevé que vous avez dit il nous faut maintenant réfléchir autrement. Je reviendrai à vous pour vous demander ce que vous pensez vraiment de ce que vous nous dites. Idir, même question, un mois après, Tebboune, chef d'État. Moi, je dirais, comme dirait le poète, un jour c'est jeune pour comprendre. Mais bon, il n'y a rien à dire. Au bout d'un mois, au-delà de quelques annonces qui ont été chrysogénisées par l'affaire libyenne aux frontières, il n'y a pas beaucoup de changements. D'ailleurs, le titre de l'émission, c'est des annonces et du vent. Entre autres, c'est le seul élément. Il y a beaucoup de questions qui posent problème. Et même dans les nouvelles nominations, hein, je vois que la présidente de l'ANEP est nommée par intérim. Je ne comprends pas. C'est quoi l'intérim? On attend quoi? Le chef d'état-major qui est nommé par intérim. Alors qu'on a une crise à nos frontières, on a eu l'occasion d'en parler depuis plus de 2 mois ici, on l'a senti arriver. Moi, ces nominations par intérim me posent problème. Est-ce que l'état-major en lui-même refuse la nomination de M. Chengriha ou pas? C'est une des lectures. Et pourquoi cet intérim perdure? Il ne dure pas, il perdure. Oui, absolument. Donc ça, c'est la deuxième question. Quant aux annonces qui sont faites, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, celle de M. Belhimer, là, qui s'inquiète. Mais je pense que dans la stratégie du pouvoir, il y a quelque chose de pernicieux. Quand on pense que M. Belhimer a ouvert quelques chantiers, le statut du journaliste. Nous allons en parler. C'est un des sujets dans l'ordre. Non, mais je voudrais rebondir politiquement sur oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va commencer à écrémer par corporatisme. Vous savez? Et leur but, c'est pas simplement de donner plus de moyens à la presse, réglementer de manière plus juridique, on va dire, leur donner des protections. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est d'isoler cette corporation du Hirak. Ça, c'est le premier élément. Ils vont aller vers les enseignants aussi qui vont sortir. Donc, c'est des manœuvres pernicieuses, mais j'ose espérer que les journalistes comprendront les enjeux, quels que soient leurs intérêts. Nous sommes à l'échelle d'un pays, nous sommes à l'échelle d'une nation, je dirais même plus aujourd'hui, nous sommes à l'échelle d'un destin, où nous restons solidaires en refusant, parce que la question est toute simple, la problématique. Si on refuse Tebboune, on refuse ce qu'il propose. Absolument. Donc, si on est dans cette problématique, c'est une attitude politique à avoir. La deuxième, c'est de se dire, allez, on va voir ce qu'il va proposer. Quand vous voyez, excusez-moi, M. Benchelouf, je prends 1 minute, il parle de réforme de la Constitution. Le Hirak vous dit, on va révision. Au mieux. Oui, révision de la Constitution. Et à qui il la donne? Un comité d'experts. Mais et le peuple là-dedans, c'est quoi? Mais les experts sont chargés, selon Tebboune, de faire des propositions. Oui, mais c'est pas... Mais le processus est lancé. Le processus est lancé, mais je suis désolé. Si c'est pour faire des réformettes ou des réformes cosmétiques sur les prérogatives du président, sur l'équilibre des pouvoirs... Sans assemblée constituante. C'est-à-dire on va demander à un parlement de croupions. Tout à fait. Et là, c'est là où tout le périmètre s'installe. On a une assemblée et un Sénat mal élus. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le fruit de l'argent sale. Il va faire avaliser, lui, nouveau président désigné, dans un parlement comme ça, mais où est-ce qu'on va? Le Hirak vous dit on veut une transition. Quelle forme va prendre la transition? Il y en a qui sont pour une assemblée constituante, à qu'avoir le communiqué du PT aujourd'hui, d'autres qui sont pour un processus constituant. Le problème, ça concerne le Hirak et l'opposition. Mais toutes ces questions-là, elles sont éminemment politiques. Et moi, ce que je souhaiterais, M. Benchelouf, excusez-moi, c'est qu'on arrête de traiter tout ce qui se passe en Algérie, les annonces de manière événementielle. On devrait maintenant les traiter de manière politique, essayer d'apporter des réponses politiques. Mais c'est à la classe politique et au Hirak de faire les propositions. Moi, je ne suis pas légitime à parler au nom du Hirak. Je vais à la République comme tout le monde, mais pas plus, pas moins. Je dis que les gens qui sont sur le terrain là-bas et les gens comme Mme Sanhaja, qui sont dans des collectifs, etc., sont plus légitimes à parler
vous comprenez? Et je reviens à vous dans un moment pour, justement, parce que vous soulevez une question principale, essentielle, celle de cette initiative de Tebboune d'aller vers la révision de la Constitution d'une façon très chafouine, hein, parce que le peuple, ce qu'il demande, c'est la révision de la Constitution dans un cadre de transition, dans un processus constituant, par une assemblée constituante. Je reviens à vous sur... Alors, l'Arbi Zouaïmiya, donc, au sujet d'abord de cette négociation, qu'est-ce que vous entendez par là? Qui négocie avec qui? Comment faire pour convaincre le vrai pouvoir, qui n'est certainement pas Tebboune, d'aller vers des négociations? Et négocier avec qui? Écoutez, j'aimerais bien préciser quelque chose de très important. Deux petites choses. Je ne vais pas m'étaler sur ça. C'est que le Hirak ne vit pas médiatiquement à l'Algérien. Il n'y a pas de médias de Hirak. Il y a votre plateau, il y a justement, ça se dessine, ça se joue sur le plan socio-médiatique, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est ça le Hirak, le cœur médiatique du Hirak. Il n'y a pas de médias qui leur donnent de l'argent, ils ne leur donnent pas. Ça, c'est très important. Donc, vous avez votre plateau, la télévision de Maghrébia, vous avez Ouest TV, ou vous avez Berber TV qui essaye de rapporter, de présenter la chose comme elle est. Donc, le Hirak, il est à peu près, il est encerclé sur le plan médiatique traditionnel ou même en médias numériques. Nous allons parler justement, c'est l'un des points du jour sur l'affaire des propositions de Belhammer, enfin sur les annonces que Belhammer nous fait, nous allons y revenir. Mais au sujet de ce que vous nous disiez tout à l'heure, cette négociation qui s'avère de plus en plus nécessaire, comment, à partir du moment où ce régime refuse absolument d'envisager la négociation, enfin je parle du vrai pouvoir, de l'état-major de l'armée, et de l'autre côté d'un Hirak qui pour le moment se refuse de s'organiser, de faire émerger ses représentants éventuels. Votre invité, la dame, je salue notre ami Idir, a dit il faut marcher, mais il faut peut-être autrement, certainement. Nous, personnellement, je suis partisan du marché. Autrement, oui, c'est nécessaire, les méthodes doivent être, on propose, c'est-à-dire d'autres méthodes de marché, d'autres méthodes de contestation. Ce qui est très important. Et durant les 10 mois, si on retourne en arrière, il y avait un petit peu de turbulence dans le mouvement Hirak. À un moment donné, par des initiatives. À un moment donné, si vous vous rappelez, on a craint déjà que le Hirak stoppe lors de l'emprisonnement de Ouyahia. Et le Hirak ne s'est pas arrêté. C'est très important. Maintenant, le Hirak, il est presque dans l'attentive. Il attend. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de changement. Il n'y aura pas de changement parce que justement, il faut avoir les moyens du changement. Ce gouvernement n'a pas les moyens de changement. Ce président n'a pas les moyens de changement. Deuxième chose, ce président et sa clique sont prisonniers des forces qui les ont portés, surtout la force militaire, de la caste militaire qui existait. C'est pour cela qu'il y a une négociation pour le ministre de la Défense. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Maintenant, le Hirak, il est en position confortable et qu'il continue à marcher, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a des gens qui ont marché pendant 30 ans. Justement, la dame a souligné que c'est très important que ce Hirak est teinté de pacifisme, mais il est vraiment formidable. Ça, c'est l'ossature, c'est ce qu'on appelle le cadre, le framing du Hirak. Qu'est-ce qui va se passer? Personnellement, mais personnellement, je sais pertinemment que ce gouvernement n'apportera rien du tout. Absolument rien du tout. Les choses vont s'envenimer, les situations vont être plus complexes parce que nous sommes tributaires de nos capacités financières. Et là, il ne pourra pas. Justement, vous m'y amenez tout naturellement, l'Arbi Zouaïmiya. Des experts très avertis, des initiés en la matière, nous parlent tous dans le même sens que dans moins d'un an et demi, au plus tard dans 2 ans, peut-être moins qu'un an et demi, peut-être dans une année, l'Algérie sera frappée de plein fouet par une crise économique jamais imaginée et donc encore moins vécue. Est-ce que cette nouvelle donne d'une crise économique qui sera impossible de gérer avec de tels gouvernants, avec un tel État, dans un tel système, un tel régime, est-ce que vous pensez que cela pourrait faire dégénérer la situation?
Justement, on ne veut pas que ça se dégénère et on ne veut pas que ce gouvernement-là ou ce président-là quitte en laissant les caisses vides. Parce que aussi, il faut avoir des moyens il faut avoir les moyens aussi pour faire le changement. Parce que vous ne pouvez pas aussi faire de la poésie en face à des milliers de jeunes qui ne travaillent pas. Le plus important qu'on dit, c'est que le Hirak, c'est un réflexe citoyen. Il n'y a pas de clivage idéologique. Même si je suis contre à ce qu'on désigne des responsables du Hirak, c'est pas faisable. Peut-être on peut penser à un comité de sages ad hoc si à jamais ce pouvoir veut réellement négocier son départ et la rupture définitive avec ses méthodes et son école, à ce moment-là, c'est des gens sages qui vont négocier. Parce que si à jamais on essaye un petit peu de faire chapeauter le Hirak par des gens, on risque un petit peu de tomber dans des clivages et des discussions interminables. Le plus important, c'est que nous faisons confiance à la marge. Sans tomber dans le marxisme. Mais au fur et à mesure, nous proposons, nous discutons. Vous, par exemple, vous, le Maghrébien et tout, vous représentez quelque chose, un point, un carrefour, le rond-point des idées, justement. Il faut que les idées aillent dans le sens à ce que le Hirak s'améliore, le Hirak ait des outils et le Hirak ait aussi une clarté de vue en vue de voir qu'est-ce qui va se passer. On ne veut pas être pris au dépourvu par un régime fantoche qui risque demain un petit peu de s'éclater, même en son sein. C'est très important à ce que, exactement, on essaye un petit peu de booster le Hirak. On ne fait pas du paternalisme, mais on essaie de chercher l'idée la meilleure en vue d'orienter, de clarifier, de faire le débat le plus nécessaire, de converger nos actions, de discuter ensemble en tant qu'Algériens et d'essayer, vous faitent quelque chose de très bien, le Maghrébien fait quelque chose de très bien, en ouvrant son antenne à des gens de Béchar qui parlent, et justement, c'est des gens, les Algériens aiment parler, aiment être un petit peu considérés, et c'est très important ce que vous faites. Mais moi, je fais confiance au Hirak. Le Hirak va continuer et va aller en puissance. Et restez avec nous. Et restez avec nous, l'Arabie Saoudite, je reviens à vous dans un instant. Idil, vous vouliez intervenir? Non, c'est juste pour dire à notre ami l'Arabie, que je salue d'ailleurs, à Sougassem Guez, comme on dit, c'est que le Hirak est dans l'impossibilité pour le moment. Moi, j'étais de ceux qui disaient à un moment donné, tout à fait au début, même avant le Hirak, quand je disais il faudra un compromis historique à un moment donné. Ce compromis est maintenant dépassé. Quand j'ai dit l'armée, le Hirak, et la classe politique d'opposition. Ça, c'est complètement dépassé. Maintenant, nous avons un face-à-face, Hirak, pouvoir. Oui. On attend l'initiative du pacte de l'Alliance démocratique, on verra ce que ça va donner avec élargi. Le souci, c'est que le Hirak, pardon... est-ce qu'il est le seul représentant? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qui a décidé que c'est le PAD qui doit... Non, je parle des forces en présence et des forces de proposition, actuellement. Oui. Je ne dis pas pourquoi le PAD seulement? Pourquoi vous dites que nous attendons les... Non, nous attendons le PAD. Ils ont fait une déclaration et qui ont pris position sur un certain nombre de choses. Moi, j'ai entendu M. Mohsen Belabès dire je ne veux ni négociation ni avec le Premier ministre ni avec le Président. Ça rentre dans le cadre du Hirak aussi, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'il est en choc frontal par rapport à tout. Le Hirak doit être, il me semble, le Hirak doit être un moyen de pression. Mais à un moment, il faut qu'on sorte de ce moyen de pression pour aller en dynamique réelle. Nous sommes en phase de l'élaborer. Je pense que les gens... J'ai une question pour vous, mais avant de vous la poser, très importante, mais avant de vous la poser, j'aimerais que vous reveniez un peu sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, la Constitution, le peuple qui, dans la rue, a revendiqué un processus constituant avec tout ce que cela suppose, de désignation d'un congrès de peuple qui pourrait désigner ses représentants, faire une assemblée constituante, puis soumettre ses travaux à un référendum et tout ce qui s'ensuit. Et là, le Tebboune qui arrive gentiment sur son cheval tout blanc, qui nous dit non, j'ai désigné une commission d'experts, Zamar, que des professeurs. Zamar. M. Laraba était déjà en 2014. Et il prend M. Laraba qui était dans le même processus avec Ouyaï en plus. Tout à fait. C'est vraiment... Mais, à votre avis? Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Le comité d'experts, à la limite, je n'ai pas leur expertise dans le droit constitutionnel. Et d'ailleurs, j'ai une pensée émue, un peu tragico-comique pour Mme Benabou et M. Karim Younes, ceux qui ont piloté le fameux panel. Je les salue quand même. Ils sont toujours à la périphérie. Attendre qu'on les siffle. Vous savez, le système excusez algérien... pour le terme, mais c'est la pure vérité. Ils attendent qu'on les siffle. Le système algérien, quand il décide d'exclure quelqu'un, c'est du bannissement.
Ils n'ont plus aucune chance de remonter. M. Berhimer a été récupéré in extremis pour s'occuper de la communication. Pour en revenir à la réforme constitutionnelle, on ne peut pas. Le préambule de la Constitution, c'est le cœur nodal du pays. C'est là où tout le monde se retrouve en assumant notre histoire, en assumant et même nos perspectives, les perspectives de pays méditerranéens, de pays africains, etc., etc. On ne peut pas rester dans ces formes actuelles, ce n'est pas possible. Au-delà du fait qu'il va avaliser ça par une assemblée croupion et un Sénat croupion, on ne peut pas, ça n'a pas de crédibilité même juridique, sachant qu'ils sont totalement dans l'illégitimité. Ça, c'est le premier élément. La loi électorale doit être réévaluée. Les pouvoirs divins du président de la République doivent être restreints au minimum. L'équilibre des pouvoirs, quelles sont les lois qui vont assurer l'équilibre des pouvoirs? Justement, pour apporter de l'eau à votre moulin, M. Tebboune qui nous parle de constitution comme Il parle de réforme, M. De réforme, oui. Comme étant un grand chantier qui va changer la face du régime, appelons-le comme ça. Mais en fait, la constitution actuelle, elle consacre la séparation des pouvoirs. Pourtant, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Non seulement il n'y a pas de séparation des pouvoirs du tout, mais les trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, sont entre les mains, non pas du président à la limite, du président élu, entre guillemets, mais ils sont entre les mains de l'état-major de l'armée. À quoi servirait-il de remettre du grain à moudre dans cette histoire, alors que de toutes les façons, on ne sera pas respectée, cette constitution? Vous savez, je crois que le peuple a mûri. Le peuple nous donne une leçon de maturité politique extraordinaire. Le peuple parle de droits, de citoyens. C'est très important. Qui aurait dit que le garçon de Bab el-Oued ou du cours de la Révolution, Ta'annaba ou Ta'sid el-Houari, Ta'waharm, vous parlent de constitution et vous disent non, je veux garantir mes droits, je veux être citoyen, je veux être libre. Même s'il n'a pas le bagage intellectuel pour l'intégrer, c'est déjà dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des agoras un peu partout, les gens commencent à parler. Ce qu'il y a lieu de dire, on sait tous que le pouvoir, c'est toujours le pouvoir véritable, c'est-à-dire le pouvoir qui est à l'intérieur du périmètre de la Constitution, c'est toujours exercé à l'extérieur de la Constitution. Et ce pouvoir est tranquille, il a son agenda. Donc c'est des annonces et du vent. Si nous ne passons pas par, j'allais dire, un processus constituant qui est le minimum, ou une assemblée constituante. Après une négociation avec le vrai pouvoir. Évidemment, ça ne peut pas se faire comme ça. Mais le souci, c'est quoi? C'est comment agréger toutes les forces, élaborer le véritable rapport de force. Et ce rapport de force, il faut que nous tous, en tant qu'Algériens, il y ait un coût. Est-ce que nous sommes prêts à le payer? Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Mais comme je dois faire tourner le micro, je reviendrai à cette question que je vais vous poser et vous poser à vous particulièrement. Parfait. Alors, Sana Haja, vous disiez tout à l'heure que le moment est venu de réfléchir autrement. Moi, le moment est venu de réfléchir, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Rappelez-vous, il y avait les élections, les échéances, etc. pour les élections. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de toutes les façons, le pouvoir, il est là. Il va continuer son bon nombre de chemins. Mais le Hirak, je pense qu'aujourd'hui, on a le temps. On a mûri, on a réfléchi. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas celle de février, janvier 2019, on est d'accord. Celle d'avant le 22 février, entièrement d'accord avec vous. C'est clair, elle ne l'est plus, c'est évident. Quand on a des gens à Constantine qui disent il y a quelques années, c'était inimaginable. Inimaginable. Donc, et les gens de Bjaïa qui ont manifesté, qui ont dit au Harna, oui, quand il y avait le... voilà, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est passé qui est extraordinaire et qui va faire peur au pouvoir. Il ne faut pas croire, le pouvoir aujourd'hui ne fera plus comme il a fait avant. Il ne le fera plus, il ne peut pas. Et vous avez vu Nair, comment il a été fêté? Exactement, mais bien sûr. Surtout par réaction, pour dire vous ne nous séparerez pas avec nos compatriotes. De toute façon, il existait partout. Moi, je suis de l'Est. Ils diront le Kashkcha. Oui, pour fêter Yinaïr, sauf qu'on le disait pas. Le Kashkcha, c'était surtout Ashura, je crois, non? Même fait Ashura et même fait Yinaïr. Ah bon? Ah bah oui, complètement. Et même dans l'Ouest algérien. Moi, l'Ouest, je l'ai connu là-bas. L'Ouest, ils font... Vous n'allez pas concurrencer un cordon bleu, quand même. Nous soyons sérieux. Et donc, bon, voilà, pour revenir, moi, je pense, c'est important, parce que je pense que
il faut qu'on soit honnête. Il y a beaucoup de gens qui ont réellement cru qu'il n'allait pas y avoir d'élection. Et sincèrement, je pense notamment les gens qui ne sont pas politisés, notamment les gens qui ne sont pas structurés, etc. Et c'est ceux-là qu'il faudrait avec lesquels qu'on gagne. Et ben, moi, j'ai envie de leur dire, c'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est leurs élections, c'est leur calendrier. Par contre, nous, aujourd'hui, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on continue à se voir, à se faire confiance, de plus se méfier, de faire des comités d'étudiants, des comités dans les hôpitaux, de s'organiser partout. De s'organiser aujourd'hui partout où on est. Il y a un vrai problème. S'organiser comment? Ben, par exemple, les syndicats, et l'UGTA aujourd'hui est discrédité, il n'y a plus le pouvoir de Sidi Saïd qui faisait peur, qui terrorisait. Aujourd'hui, les travailleurs peuvent se réorganiser. Mais justement, dans les syndicats. Sanhaja, vous qui êtes un peu dans ces eaux-là, du syndicat, de la revendication sociale, comment expliquez-vous que les syndicats autonomes, qui ont été d'une résistance, d'un courage absolument incroyable pendant toutes ces années avant le Hirak, c'est les syndicats autonomes, ils ont été absolument éblouissants de résistance. Comment expliquez-vous que maintenant on ne les entend plus, alors que c'est le moment où ils devraient monter au créneau, où ils devraient être plus présents que jamais, tout particulièrement depuis que tout le monde sait ce qu'est l'UJTA finalement, depuis l'éviction de leur Sidem Saïd. Comment expliquez-vous cette, je ne dirais pas une absence, parce qu'ils sont toujours là, mais cet effacement, j'allais dire? Parce que je pense que le Hirak les a dépassés. Je pense que la rue était plus, pour la simple raison, il ne faut pas qu'on se mente, les syndicats autonomes qui ont été résistants, mais c'est pas l'UGTT, je le dis encore une fois. UJTA. C'est pas l'UGTT tunisienne. Ah, d'accord. Voilà, je parle de la force. Oui. Et donc, c'était des petits trucs assez combatifs dans certains secteurs, moins ailleurs, très bureaucratiques, aussi bureaucratiques que l'UGTA. Il faut qu'on tire des leçons. Et c'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une vraie représentation syndicale en Algérie. Il y a des syndicats combatifs. Moi, je pense au CLA, par exemple, le syndicat des enseignants. Absolument, j'allais vous le dire. Qui est très combatif, mais pas seulement, d'autres syndicats. D'autres, bien sûr. On ne va pas les citer ici tous, mais qui sont assez combatifs sur un petit secteur. Mais il n'y a pas cette dynamique. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple en France. Je vous donne juste l'exemple parce que moi, je suis dedans et je suis gréviste. Bien sûr. Vous savez, la CGT aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Avec Sud, avec demain, la CFDT va aller sur le terrain de la négociation, ça va se casser. Parce qu'il faut tous les syndicats ensemble pour faire une force. Mais les syndicats ont réussi à créer une sorte de confédération. Oui. Pourquoi n'ont-ils pas été plus loin? Ils ont fait le CSA. Et je pense qu'ils ont pris contact avec pas mal de formations politiques et ils ont eu des contacts. Par contre, je pense qu'il y a certains syndicats assez conservateurs qui jouent un peu l'effort d'inertie. Mais comprenez M. Moziane Marine, qui était dans la dynamique. Rachid Malawi, Khadour Chouich, voilà, tous ces gens-là. Et beaucoup d'autres. Je pense qu'il faut leur... Fatih Mghraoui. Je pense qu'il faut leur donner le temps de maturer. Yamina Mghraoui, pardon. Je pense qu'il faut leur donner le temps de maturer, parce que l'urgence, là, elle n'est pas dans le corporatisme. Le pouvoir actuel, qui est incarné par M. Tebboune, à tort évidemment, ils vont commencer à segmenter la société. Ils vont aller vers les corporatismes. Là, ils commencent par les journalistes. Quatrième pouvoir, M. Benchenouf. Ils vont leur... Non. M. Benchenouf, dans l'absolu. Quatrième pouvoir dans la mesure où il y a 3 pouvoirs. Or, nous, on n'a pas 3 pouvoirs. On est d'accord. On a un seul pouvoir. Comprenez ce que je dis. Ouais. Ils vont les fractionner. Ils vont les avocats, après, ça va être les avocats. Le club des magistrats. Alors, je rappelle à votre bon souvenir. Vous vous rappelez, quand on était sur le plateau et que le Conseil supérieur de la magistrature avait poussé son cri de gueule, excusez-moi pour les téléspectateurs, ils ont été traités la nuit, le lendemain, ils sont entrés dans le rang. Ah oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, c'est les journalistes. Le ministre de l'Enseignement va faire ça pour les enseignants, le ministère de l'Enseignement supérieur.
Sonatrach va essayer de favoriser et d'essayer d'apporter des moyens supplémentaires aux travailleurs de Sonatrach. Ils auront tout fractionné. C'est-à-dire, ça nous renvoie à quoi? C'est les mêmes stratégies, diviser les gens. Tout à fait. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie aussi, je suis désolé, ça prend un risque pour le Hirak à ce moment-là, dans le sens où certains corporatismes vont être attachés, vont être clientélisés. Ça ne veut pas dire que le Hirak ne va plus marcher. La politique du râtelier, l'habituel, et de la division qui va avec. C'est la division. Larbi Zouemia, avant que je vous pose une question en particulier, un commentaire? Il y a une donnée très importante dans la situation actuelle en Algérie, même si que je suis d'accord avec M. Edir, il y a des tentatives pour fractionner le Hirak en donnant certains privilèges, je ne sais pas, en répondant à certaines demandes et revendications de la presse, de la corporation des journalistes ou autres corps comme les enseignants. Certainement. Mais il y a quelque chose de très important en Algérie. C'est qu'il y a une masse peut-être de 3 millions de personnes ou 3,5 millions de personnes qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, il n'y a pas un emploi conséquent, un emploi quelqu'un qui n'a pas de salaire pour faire vivre au moins une famille de taille de 4. Un homme, une femme et 2 enfants. Ça, mais là c'est le chiffre du régime. 12% environ de chômage. En fait, selon les chiffres d'experts en la matière qui sont vraiment au fait et qui ont réussi à obtenir de vrais chiffres, le chômage dépasse les 40%. J'ai fait un article dans le Huffington Post et ensuite il y avait le Centre des statistiques qui a répondu. J'estime qu'actuellement il y a presque 3,5 millions de chômeurs en Algérie. C'est-à-dire des gens qui ne reçoivent pas un salaire, des gens qui sont en chômage certainement, mais un salaire, qu'est-ce que ça veut dire un salaire? Un emploi qui génère un salaire capable de faire vivre 4 personnes. Et je rappelle, Larbi Zouemia, pardon de vous interrompre, que dans les statistiques gouvernementales, les femmes au foyer ne sont pas incluses dans le décompte. Entre autres petites ficelles à gauche et à droite qui ont servi pour réduire le vrai taux du chômage. Je vous laisse poursuivre. Ensuite, ils ont un petit peu quelque chose de lacunaire, traditionnel dans leur compte, parce que c'était Ouyaha qui leur dictait les chiffres, c'est justement les fourchettes d'âge et de retraite. Bon, mais cette masse-là, parce que le Hirak lui-même, il y a quelque chose dans le Hirak. Lorsqu'on a dit que c'est un réflexe citoyen, c'est un réflexe parce que personne en réalité, il n'y a pas de lejvaliza dans le Hirak algérien. C'est un réflexe, c'est une réaction spontanée. Parce que justement, il y avait une causalité. Il y avait une causalité qui s'est produite. Il y a quelque chose, il y a une cause à effet. Il y a une cause à effet. Donc les gens vivent mal. Il y a une paupérisation. Il y a des problèmes qui sont multipliés. À un moment donné, ça s'est éclaté. Est-ce que ce pouvoir-là va pouvoir, avec son populisme, trouver de l'emploi à 3%? Ça, c'est impossible. Donc, moi, ce que je dis, certainement, on passe à peu près parfois dans des situations de dégoût, de routine, parfois de prostration. Voilà. Donc, parfois, les gens deviennent amorphes, certainement, parce que justement, il y a 10 mois, les gens sont sortis 10 mois, mais je considère que en voyant la marche, le Hirak du vendredi, vendredi avant-hier, moi j'étais très content. J'étais très content de voir cette intensité. Ça démontre quoi? Ça démontre qu'il y a une vivacité, le Hirak est toujours vif, est toujours là, est toujours presque, il répond à ce qu'il... Alors, Larbi Zouemia, nous devons commencer à aller un peu vite. Je vais vous poser une question précise. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, annonce donc la création et le lancement d'ateliers qui sont censés préparer des mesures de réforme globale du secteur. On va d'abord l'écouter, puis je vais vous poser une question en particulier. إصلاح شامل ونظامي لقطاع الإعلام بصفة عامة وذلك في سياق بناء الجمهورية الجديدة. في هذا الإطار سيكون الحوار محور أساسي وآلية أساسية للتعامل. قلنا باللي الميزات الأساسية لهذا الحوار 2.
من جهة نريده حوار مستمر وتراكمي continu et cumulatif. من جهة أخرى نريده حوار تشاركي وتسامحي. Il est inclusif et il est résilient. يعني نسمو على ما سبق. Il faut oublier le passé, il faut pardonner, il faut donner une deuxième chance aux gens. وذلك بغية للحفاظ على حرية الصحافة تمارس بالموازاة مع مفهوم المسؤولية. حرية تحمي حق المواطن في الصورة، تحمي الحياة الشخصية للمواطن، وتحمي أخلاقيات المهنة، وذلك حفاظا على روح المهنة وعلى التعددية الطبيعية في مجتمع ديمقراطي داخل جزائر سيدة. أريد التأكيد على مرجعين أساسيين. المرجع الأول هو الالتزام السادس من بين الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية الذي يؤكد على استقلال الإعلام وحرية الإعلام بالشرط أن تحترم الحياة الشخصية للمواطن، حق المواطن. L'Arabie. Alors voilà, donc monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parle très bien, hein, franchement, il parle très bien, sauf qu'il nous dit des choses dont il faut que nous en parlions. Alors d'abord, il nous parle de nouvelle république, rien que ça, avec un président qui a été désigné, un président issu de la fraude, de l'avis de tout le monde. Tout le monde est d'accord sur ça. De l'ancienne République. De l'ancienne République. Ben oui. Un gars qui a fait partie du régime depuis qu'il était tout jeune, qui a cumulé tous les postes possibles et imaginables, qui a été élu par la fraude lors d'une élection où l'abstention, pas l'abstention, le boycott a été réellement jamais vu. Et selon leurs chiffres, il est à 60%. Selon leurs chiffres. Selon leurs chiffres. Oui, selon leurs chiffres. Avec des électeurs qu'on n'a pas vus. Oui. On n'a pas vu. Donc, selon leurs chiffres, il est à 60%. Et donc, il nous parle d'une nouvelle république. Rien que ça. Mais sinon, il parle aussi de choses absolument incroyables, hein, de diversité de la presse dans un cadre démocratique, d'indépendance de la presse, de liberté de la presse. C'est quand même hallucinant. Vous imaginez, vous, demain, une presse libre qui pourrait donc faire son travail, dont on respecterait l'éthique, la déontologie, et qui ne recevrait pas des coups de fil, qui pourrait faire, par exemple, hein, un article de presse d'investigation sur les commissions perçues dans les grosses acquisitions d'armement, qui se chiffrent en milliards de dollars. Vous imaginez tout cela, l'Arabie Saoudite? Non. De toute manière, اسمح لي نقولها لك بالعربيه كي نسمع هذه الكلمه تاع شونتي ورشات هذه. Déjà, M. Belhimer, il était un petit peu dans le coin gauche du FLN. M. Belhimer a fait un livre sur la révolution agraire, Ammar Belhimer. Bon, lorsque vous avez M. Belhimer, que je respecte, c'est comme s'il a le yin et le yang. Il peut analyser et la vie et le cosmos, à peu près. Tellement que les termes sont pompeux, que vous ne pouvez pas, c'est des termes pompeux qui dépassent même le stade à peu près d'un État qui fonctionne normalement. Nous ne sommes pas dans un État qui fonctionne sur le plan économique et industriel. Nous ne sommes pas une société industrielle. Nous sommes une société des épithètes comme lui, des qualificatifs. Déjà, la structure qui chapeaute la communication. Vous avez une multitude un ministre qui date de la guerre d'Indochine est nommé ministre de l'information de la présidence. Alors qu'en principe, il s'agit en principe, on doit nommer quelqu'un qui s'occupe de relations avec les journalistes, le bureau de presse. Deuxième chose, vous avez un ministère déjà avec beaucoup de directions. Vraiment une entité trop lourde. Vous avez encore une autorité, je ne sais pas, de l'audiovisuel. Vous avez la multiplication de ces structures. Déjà, c'est le premier mal, parce qu'en matière d'information, l'information, c'est comme l'industrie. La bonne idée, ça sort du garage, comme on dit. Vous avez exactement quelques 90 radios algériennes payées par l'État algérien
qui émettent sur satellite. Les charges déjà. Alors qu'on interdit dans la capitale les gens à ce qu'ils ouvrent des radios. On interdit le FM, on interdit le AM pour des gens qui veulent investir dans la radio. Parce que, en principe, ce qu'on appelle l'espace médiatique, qui est déjà en migration, parce que vous avez des jeunes qui échappent aussi à la télévision traditionnelle, au journal traditionnel. En principe, pourquoi nous avons dit phase transitoire? C'est à ce moment-là qu'il y a l'éclatement démocratique. C'est à ce moment-là qu'il y aura l'espace démocratique en vue de libérer. Parce que ce n'est pas chapeauter, mais libérer l'espace. En vue de voir des journalistes qui peuvent produire et voir aussi émerger des institutions médiatiques capables d'apporter la bonne information et le bon produit aux spectateurs algériens. Justement, c'est des gens bureaucratiques qui n'ont rien à voir ni avec le temps, ni avec l'Algérie. Ils sont en train de multiplier des titres tout simplement en vue tout simplement de faire fonctionner leur machine, qui est la machine de la rente et la machine du parachutage d'un certain Abdelmajid Tebboune. Et restez avec nous. Al-Arbi Zouemia, je reviens à vous. Alors, on va essayer d'aller un peu vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et d'autres sujets. Idir, je vous avais dit tout à l'heure que j'ai une question à vous poser qui est vraiment très importante. Et après, nous revenons sur cette histoire de Belhamr. Pourquoi il n'y a-t-il pas, ni dans le Hirak, ni dans cette supposée nouvelle république, de ce gouvernement, dans ce monsieur Tebboune, pourquoi il n'y a personne qui est venu dire aux Algériens, comme l'a fait Churchill, au moment de « je vous promets des larmes et du sang ». Pourquoi n'y a-t-il personne aujourd'hui qui, toute démagogie, tout populisme mis à part, vient parler aux Algériens et leur dire « Ya jma'a, راهو جاية كارثة, راهو جاي واد تاع مشاكل قد سخط. » Il faut se préparer à serrer la ceinture, il faut se préparer à une austérité incroyable, il faut se préparer à la misère. هذه الدولة هذه النظام هذا بلوتو راهو ريب كلش, راهو كلنا الأموال تاعنا تاع أولادنا. Il va nous falloir 15 à 20 ans de travail. Nous qui n'avons jamais vraiment travaillé, il va nous falloir serrer la ceinture, garer nos voitures, terminer dès le plein d'essence de la tchérière. Pourquoi y a-t-il personne, jusque-là, personne, à part Ali Benouari, un jour qui a fait cette... à venir nous dire ce qui nous attend et à essayer de nous expliquer ce que va être cette avalanche économique? Sans prétention, il y a plus d'un an et demi, je vous ai parlé de transitologie. La transition va prendre du temps, ça c'est un. Elle va être coûteuse économiquement. Vous avez été très optimiste tout à l'heure en annonçant 2021. Moi je pense qu'au 4e trimestre 2020, si il n'y a pas de conflit majeur sur les routes de l'énergie, c'est du pétrole, ce sera une catastrophe. Je vous avais même dit, M. Benchenouf, rappelez-vous, quel va être l'impact de la crise économique sur la nature du Hirak, son intensité et sa manière d'évoluer. Il faut dire la vérité aux Algériens, les transitions vont mettre du temps. Même la subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil, ce sera un long processus. Comme je l'ai dit, dans toutes les armées du monde, elles sont aristocratiques. Ils ont même leurs tribunaux. Ils ont besoin de personne. Ils ont leurs centres de vacances, ils ont leurs hôtels, ils ont leurs infirmiers, leurs médecins, leurs hôpitaux, leurs caisses sociales, etc., etc. Et tout ça, il faudra mettre beaucoup de temps pour arriver à subordonner donc le pouvoir militaire au pouvoir civil. Par ailleurs, mais bien sûr qu'il faut dire aux Algériens que c'est un coût. Tout à l'heure, on l'a un peu évoqué tous ensemble ici sur le plateau. Ce coût-là, est-ce que tout le monde est prêt à le payer? Dans quelles conditions on peut le payer? Mais tant qu'il n'y aura pas de fiche de route politique claire, nette, audible, où l'ensemble des Algériens du Hirak puissent se retrouver, on n'avancera pas. Alors, sur Belhamr, je reviens sur ça. Oui, allez-y. Oui, enfin, quand on dit qu'il va y avoir crise, moi j'ai envie de dire, après tout, 60%, même si ce n'est plus, hein, de l'argent de l'État depuis des années, partaient dans les caisses individualisées de ce pouvoir et leurs enfants. Donc, oui, mais à la limite, ils se servaient de beaucoup d'argent pour anesthésier la société par le soutien des prix, par le prix de l'essence, les rabats, par les transferts sociaux.
qui ne pourront plus être possibles. C'est ça le souci, le problème va venir de là. Oui, mais le problème entre nous, hein, le problème de l'essence, c'est qui les Algériens qui ont des voitures? Maintenant, la classe moyenne, a des voitures. Madame Sanhaja est importée. Notre essence est importée. Notre essence est importée. Je veux dire, c'est que la crise va les concerner d'abord eux qui ont un niveau de vie. Ils ont de l'argent, ils ont de quoi rouler pendant un siècle. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, la femme de ménage qui gagnait maximum 10 000 dinars, voilà. Donc, si je voulais revenir sur ça, c'est si juste, ils arrêtent de bouffer comme ils ont bouffé pendant 50 ans, ça peut donner un petit équilibre. Vous savez qu'on importe tout. Vous savez qu'on importe tout, y compris le pain. Le pain. Si on fait un calcul maintenant sur les taux d'intégration du pain, le pain est importé. Il n'y a que de l'eau, et encore l'eau, il y a aussi et le sel, mais sinon tout est importé dans le pain. L'essence, les salaires, tout. Et il n'y aura pas d'argent pour les médicaments. Les subventions, M. Le soutien des prix. Tout à fait. Mais alors, je reviens d'abord à vous très rapidement et dire sur cette histoire de Belhamer, de liberté de la presse, de ceci, c'est encore une fois des pensées féculées. Mais moi, il y a une phrase qui m'a parlé, c'est quand il dit, je l'ai noté, il faut avoir un aspect résilient dans notre approche, et pardonner à qui? Pardonner aux chaînes qui ont de propagande, qui ont causé autant de mal. A-t-il parlé du statut légal de ces chaînes de télévision? A-t-il dépénalisé l'acte journalistique? C'est des qui nous pardonnent à nous d'avoir dit la vérité. Exactement. Toutes ces questions-là, le problème des radios libres, comme l'a souligné l'Arbi des États-Unis, cette autorité de régulation, à quoi elle a servi? On ne sait pas à quoi elle a servi. La NEP, la PS, la télévision publique. Regardez, M. Benchenouf, c'est passé inaperçu, je pense que beaucoup de gens le savent, c'est qu'un communiqué de la présidence de la République a dit que si ce n'est pas estampillé APS, tout le reste, ce n'est que de la propagande. Vous imaginez? Ça veut dire qu'un média sérieux, comme le Watan ou le Khabar, je prends deux exemples, si jamais il reprend une information de la présidence de la République qui n'est pas officiellement APS, tombe sous le coup de la loi. Vous imaginez, c'est de la folie, quoi. Sur ce sujet de Belhamer. Je n'ai pas fini tout à l'heure. Juste, j'avais envie de finir pour dire qu'ils arrêtent de voler et d'aller vers l'investissement important et essentiel. C'est déjà nous épargner une grosse crise. Voilà. Donc ça, c'est important dans les gens. Ce n'est pas ce gouvernement qui va faire ça. Parce que c'est le même. Donc c'est ça la question. Parce que si on avait un gouvernement qui était bref, qui était nouveau, qui était... On va dire... disons plutôt ce régime. Ce régime, voilà. Si c'était le régime, il était propre complètement, il n'a pas d'antécédents. Pourquoi pas? On peut croire. On n'est quand même pas le dernier pays africain pauvre. Il restera toujours quelque chose. Le problème avec toute la crise qu'on va avoir, et ils vont continuer à dilapider le pays parce que c'est les mêmes qui étaient hier qui sont là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils vont changer? Ce n'est pas possible. C'est en prononçant le mot Nouvelle République. C'est pour ça que c'est important qu'on continue à marcher pour au moins, si on ne peut pas changer radicalement, on leur frappe. Et sur Belhamer? Sur Belhamer, bon, moi, je n'ai même pas envie parce que je le connais personnellement. Mais juste par rapport à Belhamer, s'il veut parler de la liberté de la presse, qu'il demande déjà aux gens qui ont parlé, qui sont en prison pour avoir parlé, pour avoir écrit. Déjà, ceux-là, ils sont encore en prison. Quand il revendiquera ou qu'il demandera de libérer ces gens, il y a Abdelwahab Farsawi, qui est le président de Rage, que je salue, qui est rentré parce qu'il a dit des choses. Ben voilà. Donc, comment voulez-vous qu'on croie en ces gens? Il y a le Magharibiya. Qui est interdit. Ils ont mis le paquet pour demander à une puissance étrangère de la chasser de Telsat. Alors que le Magharibiya faisait un travail d'information. Et puis, voilà. Donc, du coup, moi, c'est pour ça que ça va être du vent. Alors, nous allons aborder la dernière question, celle du MSP de Makri. Nous allons écouter une vidéo et nous allons en discuter. ونحن نتحدث بعد الحراك ولا زال الحراك لابد أن نسائل المجتمع الجزائري ونسائل السلطات الجزائرية والشعب الجزائري
من ينصف الحركة، من يعيد الاعتبار للحركة. الحركة ظلمت، الحركة ظلمت في المسار السياسي منذ الآن أكثر من 20 سنة، قرابة يعني نستطيع أن نحددها ب 1995. الحركة كان لها فرص متكررة لتقود هذا البلد، ولكنها حرمت من قيادة البلد بالتزوير الانتخابي، بالظلم الانتخابي. الشيخ محفوظ نحناح نجح في سنة 1995. Alors, Monsieur Makari, optimisation de la victimisation, si on peut dire. Il nous dit que normalement, si tout s'était bien passé, que ce serait sa formation, le MSP, qui serait à la tête du pays, qui a toujours été donc écarté de son droit de diriger le pays par la fraude électorale. C'est elle qui a toujours été victime de la fraude électorale depuis 1995, ça veut dire, d'après lui, 1995. Ce n'est pas Zarwal qui aurait dû être élu, mais il nous dit nous avons toujours été là, et il fait même allusion maintenant à ce nouveau gouvernement où ils n'ont pas été appelés, on ne leur a pas là, l'injustice, etc. Et il prononce aussi le mot à la mode que tout le monde prononce depuis que Gates l'a utilisé, la Isaba. Tout le monde utilise ce terme maintenant, al-Isaba, etc. Et bon, alors cette victimisation du MSP, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Nous allons commencer par l'Arbi Zouémia. L'Arbi Zouémia sur هذا كيف اسمه monsieur مقري qui dit مظلومين ونمحناه نورمال الرئيس وحنا نورمالمون حنا اللي نقدروا نقودوا البلاد. On a toujours été pénalisés, victimisés par la fraude électorale. Nous sommes les principales victimes de la fraude, etc., etc., etc. Écoutez, Monsieur Benchenouf, j'aimerais bien vous rappeler deux petites choses. La première, c'est-à-dire c'est un avis, et je dis ce qui suit. Tebboune n'a pas de programme. Voilà. Tebboune n'a aucun programme. Surtout programme économique. Aucun. Deuxième chose, voir un Premier ministre qui est déjà, parce que dans cette circonstance, dans cette période-là, dans cette conjoncture difficile, la plus difficile que vit l'Algérie, on amène un ancien conseiller de Zarwal pour gérer la présidence. Et qu'est-ce qu'il a fait pour gérer le gouvernement? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé au ministre de faire un inventaire ou de faire, je ne sais pas, un rapport sur la situation de leur secteur. Ça, c'est classique, c'est démodé, ça date de la guerre d'Indochine. Vous voyez exactement le niveau, ce qu'on appelle la méthodologie et la pédagogie institutionnelle dans laquelle patauge ce pays. Concernant M. Makari. M. Makari, premièrement, c'est faux, ce n'est pas un Nahnah qui a ni Zarwal ni Nahnah. Ni Zarwal ni Nahnah qui ont les élections de 95. Il y avait de la fraude aussi, mais pas contre Nahnah. Deuxième chose, Nahnah a été récompensé. Et c'est lui qui a accouru à la hâte en rencontrant Abdelaziz Bouteflika. Et vous avez la vidéo où il a passé son temps à, je ne sais pas, à dire des ayats, je ne sais pas, dua al-Bouteflika. Monsieur Makari, son parti était partenaire vraiment, était dans cette triade qui a mené le pays, qui a vraiment œuvré pour mener le pays à la dérive. RND, MSP, FLN. Exactement. L'alliance présidentielle. L'alliance présidentielle. Faire partie de l'alliance présidentielle, c'est justement, c'est cette... Ah, et le PT, je crois, j'ai oublié. Le Parti des travailleurs, il me semble aussi. Hein. C'est pas l'objet, là. Mais la photo de famille, c'était les deux rentiers du RND et du FLN accompagnés d'un figurant islamiste. Il a travaillé dans ce sens, Abou Jarrah Soltani. Il a travaillé dans ce sens, tout en sachant qu'il s'agit d'un président qui démolissait le pays. Maintenant, en voyant que Tebboune, je ne sais pas, ils disent qu'il a ramené des laïcs ou je ne sais pas quoi, voilà, il s'est manifesté. Mais il y a une chose très importante, le Hamas. S'il y a un compte à demander, Hamas doit demander des comptes à Mediane Tawfiq. Et je peux dire ici, le Hamas, c'est le parti de Mediane Tawfiq. Voilà. C'est à Mediane Tawfiq de demander des dommages et intérêts. Voilà. Mais maintenant, venir
parce que je ne sais pas, parce qu'il est en échec, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, venir pour dire que le haraka taqdar tmshi wahda, ça c'est pas vrai, et c'est ma réponse. Et merci, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, il nous reste 4 minutes, je vais vous demander d'être très bref. Je voudrais préciser à l'Arabie Zouemi, il y a quelque chose, il dit Tebboune n'a pas de programme, moi je lui réponds que si, Tebboune a un programme, il l'a annoncé publiquement, vous vous en rappelez? Moi, je vais récupérer l'argent volé qui est à l'étranger, je sais où il se trouve, et je vais m'en servir pour financer mon programme présidentiel. Ça veut dire qu'il parle d'au moins 100 milliards de dollars. On attend donc il a un programme. Alors sur cette question... C'est de la fiction, ce qu'a dit M. Tebboune concernant le rapatriement des... Enfin. Sur Mokri, la déclaration de M. Mokri. Son élection de 95, où il était présent aussi, il ne faut pas l'oublier, M. Boukroh et M. Saïd Saadi. Moi, je pense que d'abord, dans la mouvance islamiste, ça a été une variable d'ajustement par rapport au pouvoir central, Hamas. Oui, bien sûr. Ça, c'est le premier élément. Beaucoup de gens disent qu'il a été créé en clone pour contrer le fils. Je vais vous dire une chose, non, le parcours de M. Nahnah était bien antérieur à toutes ces manœuvres. Et tout on ne parle pas de Nahnah, on parle du Hamas. 70, début 80. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Mais je me demande comment M. Mokri, c'est ça, s'exonère du poids de ses ministres. Manasriya, non Roule. Abou Djora Sultani, ils ont participé à la Gabégie. Et il a l'outrecuidance de dire publiquement à la télévision, sur votre chaîne, que c'était lui le vainqueur. On sait très bien que ça a été des taux qui ont été négociés. Et des quotas. Et des quotas qui ont été négociés. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas oublier que M. Ben Guerina a fait partie de Hamas aussi. Absolument. Il ne faut pas l'oublier. Et ça a été une dissidence interne. Maintenant qu'après l'offre de service qu'a faite M. Mokri au nouveau pouvoir, au nouveau potentat qui nous sert de président, je suis désolé, il n'a pas été retenu, qu'il fasse son examen, son bilan de conscience, son bilan politique, et qu'il réponde d'abord à ses militants, d'abord, et à la société qu'il a refusé. En plus, il a perdu entre 95, si mes souvenirs sont bons, M. Nahnah a fait 2 800 000 voix, peu importe si les chiffres sont gonflés ou pas. Hein. Pour les législatives qui ont suivi en 97, il est retombé à 1,4 million. Et le score du Hamas, sous la direction des anciens avant M. Mokri, a avoisiné 500, 600 000 voix, 700 000 voix. Donc ce n'est pas avec 700 000 voix que vous allez pouvoir espérer avoir ne serait-ce qu'un petit Marocain. Voilà ce que j'ai à dire pour lui. Par contre, j'aimerais terminer. À ce qu'a dit l'Arbi, il a tout à fait raison en parlant de crise. M. Tebboune n'a pas de programme. C'est évident, je l'ai dit, c'est ni un gouvernement technocratique, ni encore moins un gouvernement politique. Nous avons une crise politique, elle doit se régler dans un cadre politique, exclusivement politique. Moi, rapidement, par rapport au mouvement Hamas, je pense que c'est le mouvement qui utilise la religion pour arriver, parce que chacun, il a un quota. Il y a certains, c'est le social. Je pense aux camarades du PT, il y a certains... Chacun utilise... Eux, ils ont utilisé la religion pour arriver, ils l'ont joué jusqu'au bout. Et à un moment donné, quand le pouvoir a besoin de... Et puis le jour... Et ça, c'est clair, ça c'est... J'allais dire, ça ne mérite même pas qu'on en parle aujourd'hui, parce que c'est des personnes qui ont envie de se placer à n'importe quel prix. Voilà, donc et ils sont connus, ils sont pas respectés. Les gens, malgré avec la divergence que je peux avoir politiquement avec certains, qui sont interdits de manifester aujourd'hui, après avoir purgé une peine, ils sont beaucoup plus respectés que Hamas aujourd'hui. Donc il n'y a aucun respect pour ce courant politique qui a contribué, comme vous l'avez dit, très très bien dans la défaite politique, sociale de ce pays. Moi j'ai envie de finir sur quelque chose de positif, parce que j'ai envie de dire aux gens de continuer de sortir, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on n'est pas organisé en tant que force, une alternative, c'est la rue qui va nous donner la force de négocier, s'il le faut négocier, si un jour, mais si le Hirak s'arrête, l'Algérie va sombrer dans une dictature, mais comme on n'en a jamais vu, et c'est grâce aux gens des rues d'Alger, de Tizi Ouzou, de Ouaharan, de l'Rouat, que
le peu de démocratie qui doit, et je le suis certaine, elle verra le jour sur la terre de l'Algérie, c'est grâce aux marcheurs qui va être imposé. Merci Sanhaja Akrouf, merci l'Arbi Zouaimia, merci Idir Nouren, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Je rappelle quelque chose, que toutes les personnes qui se sentent ou s'estiment diffamées, calomniées ou injustement attaquées, comme M. Belheimer, comme M. Tebboune, comme les gens du Hams, du MSP, comme M. Makri, ils peuvent avoir droit de réponse, ils peuvent venir ici s'exprimer, répondre. Idir, vous voulez dire quelque chose? Je voulais dire qu'à travers toutes les émissions qu'on a faites, à travers depuis de très longs mois, pour ne pas dire d'années, il n'y a jamais eu d'attaque par les gens que vous invitiez ou par vous-même, oui, d'attaque ad hominem, attentant à la dignité et à l'honneur des gens dont on parle. On a toujours critiqué leur bilan politique. Je vous remercie même de au le niveau dire. De l'état-major, même pour feu Gaïd Salah. Absolument, je vous remercie de le dire. Alors, Khawti, Khouatati, donc, comme d'habitude, حنا نقول لكم واحد الحاجة يدير يضحك. تعديك هذه شابة. تعديك. سي غير القصة تعديك اللي حكيناها البارح على بالكم خاوتها. لو كان نقبلوا الأولى من بعد ما نلوموش رواحنا كيما ديكم من الأول يقول له هو أنا نأذن نكمل نأذن تعب تذبح أذبح. دونك بصح واش كاينه حاجه اللي كما قالتها سنهاجه قبيل ما على باليش اذا راكم شاعرين ولا لا، اذا على بالكم ولا لا. احنا هنا في فرنسا نشوفوها كل يوم، حتى من النظره تاع الفرنسيس لينا تغيرت. On est respecté maintenant. Nous sommes respectés grâce à vous, grâce à nos compatriotes du pays, mais aussi grâce à nos compatriotes de la diaspora. المره اللي فاتت الحد قراف لهنا في فرنسا، قراف ما كانش ترونسبور خلاص. نروحوا تشوفوا لا ريبوبليك تحيروا الغاشي كيفاش جا. Et ça se passe un peu partout maintenant, à Marseille, à Lyon, à Grenoble, en France. Justement, je demande à tous nos compatriotes de France qui veulent organiser des sit-ins, des manifestations, de nous contacter pour que nous leur permettons de pouvoir s'exprimer, d'appeler, de donner l'endroit de leur sit-in ou de leur rassemblement. Et juste par rapport à ça, oui, tous les dimanches, on est encore à la place de la République. Ou le dimanche, oui. Sûr. Sûr. ما فيهاش الهضره. ما كانش. الور خاوتي خواتاتي نغلبوهم بربي ان شاء الله، نغلبوهم تاع ولاد فاميليا، نغلبوهم لا عنف ولا سبان ولا حقره، نغلبوهم بالسلميه. احنا متحضرين بلديين ظراف معنويين ونحبوا بعضنا البعض، نحبوا كل بعضنا البعض. احنا لو كان تجيب برا ما تجيب تدخلها ما بيناتنا. احنا nous sommes frères compatriotes ensemble, et nous marcherons vers l'aurore, et nous marcherons vers la liberté, et nous marcherons vers la dignité.